Donc, je passe la parole à M. Marc-Antoine Allard, de l'hôpital Paul Brousse. Quoi de neuf en chirurgie colorectale métastatique? Bonjour à tous. Tout d'abord, un très grand merci pour cette invitation. C'est la première fois que je viens à l'Académie de chirurgie et c'est avec grand plaisir que je viens parler des nouveautés dans la chirurgie des métastases colorectales. Alors, avant de parler des nouveautés, ça me semblait important de rappeler quelques points de l'histoire chirurgicale des métastases colorectales. Ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on fait de la chirurgie dans cette indication et les choses ont beaucoup changé par rapport lorsqu'on regarde ces premières séries publiées. Le premier changement, il vient de l'amélioration et des progrès considérables des traitements systémiques et de la chimiothérapie, notamment avec le développement de l'oxaliplatine et du Folfox. Et ça a permis aux chirurgiens d'opérer des patients qui initialement n'étaient pas résécables, de réopérer des patients après récidive, de développer des stratégies chirurgicales plus agressives avec des hépatectomies en 2 temps. Et puis, lorsqu'on regarde un petit peu cette histoire, on voit qu'entre 2000 et 2010, au plan oncologique, on continue à faire des progrès avec l'arrivée des thérapies ciblées, la renaissance, comme on vient de voir, avec de l'approche de la voie intra-artérielle, et puis le recours à des triplets de chimiothérapie avec l'association d'irinotécan, d'oxaliplatine et de LV5 et parallèlement, si on regarde au plan chirurgical, on s'aperçoit qu'il y a des travaux qui montrent que finalement on peut faire de la sélection à partir de la chimiothérapie préopératoire, c'est-à-dire qu'en gros on a compris que ce n'était pas forcément une bonne idée d'opérer les patients en progression. Les stratégies donc, de foie premier qui ont été proposées, un essai randomisé, quand même un des seuls dans ce domaine pour les patients résécables d'emblée qui montre qu'il faut faire de la chimiothérapie périopératoire, donc avant et après, avec du Folfox chez des patients qui sont résécables d'emblée. Et puis, plus récemment, au plan chirurgical, donc 2012, la première description donc, de ALPS, pour Associated Liver Partition and Portal Vein Embolization, donc c'est-à-dire qu'on fait à la fois une clairance du futur foie restant, une hépatotomie, et on va lier la veine porte contralatérale. Donc ça a beaucoup excité la communauté chirurgicale puisque les premiers cas qui ont été rapportés ont montré qu'avec cette technique, on augmentait l'hypertrophie du volume de futur foie restant de façon extrêmement rapide. Le point, c'est que ça a donné lieu à énormément d'éditoriaux et de commentaires négatifs puisque les premières séries qui ont été rapportées, la mortalité et la morbidité de cette technique était très élevée. Et puis au plan oncologique, enfin, les choses plus récentes, avec peut-être une nouvelle révolution, l'arrivée de l'immunothérapie et les premiers résultats cliniques très marqués donc, chez des patients qui étaient réfractaires à tout type de chimiothérapie. Alors, on voit bien que l'arsenal thérapeutique il a considérablement augmenté dans la prise en charge du patient métastatique. Néanmoins, vous voyez que malgré ces progrès à la fois au plan chirurgical et au plan oncologique, il y a toujours il y a seulement un malade sur 5 qu'on parvient à guérir. Et dans ce travail récent de l'équipe du Mémorial, donc il rapportait 21% seulement de patients vivants sans récidive depuis 10 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont évidemment recherché les facteurs associés à cette guérison, et ils retrouvent toujours les mêmes choses, mais finalement on n'arrive toujours pas à prédire de façon quasi certaine la guérison. Et ces guérisons, elles sont toujours un petit peu, en quelque sorte, surprenantes. Donc pour aller plus loin, on a une étude également récente qui s'est intéressée aux facteurs pronostiques au cours du temps et à leur impact au cours du temps. Pour ça, ils ont fait une analyse de la survie conditionnelle, c'est-à-dire en fait une méthode statistique qui consiste à dire quelle est la probabilité d'être vivant dans 3 ans si je suis déjà vivant à 1 an de mon hépatectomie.
Et ils se sont aperçus que finalement, la première année, le facteur déterminant, c'est l'existence d'une mutation BRAF. Et on voit bien ici, hein, sur cette courbe, en jaune, donc les patients mutés BRAF décrochent très rapidement la première année. Et puis pour les survivants, les choses, le pronostic est moins marqué au-delà de la première année. En revanche, les deux autres paramètres qu'ils retrouvaient comme déterminants et qui gardaient un effet constant au cours du temps, c'était donc la qualité de la résection et puis l'existence d'une maladie extra-hépatique. Et puis les choses plus classiques qu'on retrouve, N+, le caractère multiple des lésions, la CE, le KRAS, c'était des choses qui avaient un effet pronostic plus faible dans cette cohorte. L'inconvénient de ce travail, c'est qu'il ne prend pas en compte l'agressivité de la tumeur. Et finalement, le moyen le plus simple qu'on a aujourd'hui d'évaluer l'agressivité d'une maladie métastatique, c'est finalement la réponse à la chimiothérapie. Et sur ce sujet, vous trouverez ce papier de l'équipe de Torzilli qui a regardé, qui a comparé donc sur 128 patients qui disposaient de deux imageries, une faite juste après la dernière cure de chimiothérapie et une avant la chirurgie, et ils se sont aperçus que 25% des patients présentaient une progression d'intervalle avant la chimiothérapie, et que cette progression était associée à un très mauvais pronostic. Vous voyez, les malades ont une récidive pour la moitié dans les 6 mois, à tel point que ces progressions précoces seraient pour eux une contre-indication à réaliser l'hépatectomie. Alors pour aller plus loin, on dispose maintenant de plus en plus d'études du génotype tumoral, et notamment donc un travail de l'équipe du MD Anderson, de l'équipe de Jean-Nicolas Botté, qui sont partis en fait du constat que dans les cancers colorectaux, la mutation la plus fréquente, c'est celle de P53, le gène qui est en charge de maintenir l'intégrité du génome. En fait, il existe plusieurs types de mutations, P53, dont une qui est connue pour être ici en vert de plus mauvais pronostic. Et en fait, chez 12% des patients, lorsqu'on associe cette mutation de P53 et du RAS, on a un impact pronostic considérable, à tel point que, là encore, il se pose la question de l'intérêt de réséquer ces patients qui ont une double mutation. Et puis, toujours la même équipe, à partir de la même cohorte, cette fois-ci, ils sont partis de données expérimentales qui ont montré que lorsque on a à la fois une mutation du gène APC, le gène suppresseur des tumeurs, et de PIK3CA, qui est un oncogène impliqué dans plusieurs rôles cellulaires, lorsqu'on a une double mutation, là aussi on avait un impact pronostic très important qui était indépendant du statut RAS. Donc on voit bien qu'on voit plus loin que les facteurs morphologiques classiques dans l'évaluation du pronostic de ces patients, et on peut finalement prédire les bons ou les mauvais résultats de la chirurgie. Alors au plan technique, il y a un thème qui est de plus en plus souvent abordé dans la littérature, c'est celui de la stratégie d'épargne parenchymateuse. Vous prenez ici ce patient qui présente des lésions profondes. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire cette hépatectomie, des hépatectomies multiples, ou une hépatectomie droite? Eh bien, il y a ce travail japonais qui a comparé les deux attitudes, et ils ont montré, de façon pas très surprenante, que lorsqu'on fait cette stratégie d'épargne parenchymateuse, c'est plus long. Ils trouvaient une morbidité comparable et une survie sans récidive au global équivalente. Simplement, le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si ma récidive intervient dans mon foie gauche ou dans le lobe gauche après une hépatectomie droite élargie. Et bien ça, c'est une question auquel une étude a essayé de répondre à partir des données du registre international Liver Med Survey.
Et on s'est aperçu qu'en prenant les patients qui présentaient une récidive hépatique unique, lorsque les patients avaient eu une politique de préservation du parenchyme lors de la première hépatectomie, il était plus facile de réaliser une repeat hépatectomie, d'à nouveau de les réopérer, ce qui était beaucoup plus difficile à faire lorsqu'ils avaient une hépatectomie majeure. Donc c'est un argument assez fort pour justifier les politiques de préservation du parenchyme au maximum, même si ça prend plus de temps et même si c'est plus compliqué techniquement. Un problème auquel on est souvent confronté justement quand on cherche à faire ces stratégies de préservation du parenchyme, c'est celle des lésions disparues sous chimiothérapie préopératoire. Et on a ici donc ce papier qui fait référence, le papier de Stéphane Benoît, qui a montré que lorsque les lésions disparaissaient au scanner, finalement, et lorsqu'on réséquait donc les sites, on retrouvait dans 83% des cas des cellules tumorales résiduelles. En fait, les choses ont un petit peu changé, c'est-à-dire qu'on dispose maintenant d'IRM, qui est une technique d'imagerie qui est supérieure pour la détection des lésions métastatiques. Et ce travail donc coréen montre que lorsque les lésions disparaissent au scanner, et à la fois en IRM en utilisant un agent de contraste hépatospécifique, finalement la valeur prédictive de ces disparitions d'IRM en IRM était de 78%, ce qui veut dire que dans 78% il n'y avait plus de lésions restantes, et donc on atteint des chiffres qui peuvent permettre d'envisager peut-être parfois de laisser en place de façon volontaire des sites où on ne retrouve plus la lésion lorsque la résection de ces sites avec lésions disparues poserait des problèmes techniques importants. Alors, un mot également sur les ALPS. En pratique, on dispose de maintenant d'un très grand nombre d'études, plus ou moins bien faites, qui ont été poolées dans une méta-analyse publiée dans World Journal of Surgery, qui a comparé donc les ALPS aux deux temps classiques, avec l'avantage pour les pro-ALPS de dire que comme l'hypertrophie du futur foie restant sera extrêmement rapide, on va éviter le drop-out, c'est-à-dire la progression d'intervalle qui est souvent reprochée à la stratégie en deux temps. Et donc dans cette méta-analyse, ils ont abordé plusieurs points. La première, c'était finalement résection en intention de traiter, et il semblait que, vous voyez, ils ont seulement là étudié 4 études qui répondaient à leurs critères, les choses vont plutôt en faveur du ALPS. En ce qui concerne le volume final de futur foie restant, finalement, il n'y a pas vraiment, l'intervalle de confiance est très large, il n'y a pas vraiment de bénéfices évidents. En revanche, clairement, et là ça sortait de façon très significative, la durée pour obtenir l'hypertrophie nécessaire au deuxième temps est beaucoup plus courte après ALPS. En revanche, clairement, le prix à payer, c'est une morbidité plus marquée, et là aussi c'était indiscutable sur cette méta-analyse. Alors, le ALPS aussi, il y a plusieurs papiers qui ont montré que c'était possible en cas d'échec dans l'embolisation portale, c'est-à-dire un patient qui a une embolisation portale en vue d'une hépatectomie majeure, bien faite, sans complications, et le futur foie restant ne s'hypertrophie pas suffisamment. Dans ces cas-là, il pouvait proposer un ALPS, donc une petite série récente qui a montré que c'était techniquement possible de récupérer ces patients après échec d'embolisation portale. Et puis, le ALPS a tellement déchaîné les patients qu'ils ont ouvert un registre
Et à partir de ce registre, ils ont fait plusieurs études, dont notamment ce papier récent qui a évalué l'évolution du risque opératoire au cours du temps. Et on voit bien, vous voyez en 2011 ici, les chiffres de mortalité sont extrêmement élevés, hein, 15%, 10%, avec des chiffres de morbidité également très élevés. Mais on voit en revanche qu'au fur et à mesure que le temps passe, la mortalité redescend à des taux acceptables pour de la chirurgie complexe. Et ça tient, l'explication qui est apportée dans ce papier tient au fait que finalement on fait ça de plus en plus, et en premier pour des métastases colorectales, et que de très nombreuses techniques, un peu de modifications techniques du HALS ont été proposées, avec des HALS modifiés, des HALS partiels, des HALS par laparoscopie, ou sans abord du pédicule, ont été proposés. Donc, voilà. Ce qui m'amène donc à vous parler de la laparoscopie, de l'approche laparoscopique dans les métastases colorectales, et de citer ce papier de l'équipe de Brice-Gaillet, qui a montré qu'il était possible de faire des deuxièmes, voire des troisièmes hépatectomies pour métastases colorectales par laparoscopie, avec une morbidité acceptable. Mais surtout ce papier qui est un essai randomisé, qui a randomisé pour la première fois laparoscopie versus laparotomie dans la résection des patients avec métastases colorectales. Alors c'était des patients qui avaient très peu de métastases, un nombre médian de 1,5. Mais ce qui est intéressant dans ce papier, c'est qu'ils ont appliqué une politique d'épargne parenchymateuse. Et ils montrent que la qualité de résection était équivalente, mais en revanche, la morbidité était moindre dans le bras célioscopique. Et puis, pour terminer, là, c'est des patients qui ne sont pas chirurgicaux, mais donc qui présentaient une maladie uniquement hépatique. Et cette étude rétrospective qui a comparé donc, la chimiothérapie intra-artérielle, donc là, c'est des Américains, donc c'est du FUEDR, versus de la radioembolisation, qui est un nouveau traitement qui a été vendu comme étant prometteur, mais avec finalement des résultats décevants. Et il montre que chez ces patients donc, non résécables, la voie intra-artérielle permet est un facteur associé à un meilleur pronostic, indépendamment des autres facteurs. Donc les points, peut-être un petit peu de synthèse, c'est de dire qu'on va de plus en plus vers une meilleure appréciation du pronostic avec les génotypes tumoraux, qu'il faut être vigilant sur ces progressions précoces d'intervalle entre dernière cure et hépatectomie, que la stratégie d'épargne parenchymateuse est de plus en plus utilisée, et on a de plus en plus d'arguments pour la justifier. Pour le HALS, finalement, il semble que techniquement, on arrive à faire mieux en termes de mortalité. En revanche, les résultats oncologiques à long terme, ça reste un domaine pour lequel on n'a pas suffisamment de recul par rapport aux 2 temps classiques. Et puis enfin, on a des données maintenant très solides pour justifier l'utilisation de la célioscopie dans les métastases, pour les patients qui ont peu de métastases colorectales. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, vous parlez de la chirurgie des métastases. Est-ce que la radiofréquence, les ultrasons focalisés peuvent être intéressants dans cette situation? Non, ça c'est sûr, bien sûr. Bien sûr, la radiofréquence a toujours une place très importante à la fois pour des patients bilobères avec des lésions profondes en péropératoire. Il faut par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir voir les lésions. Premier point, c'est bien sûr toujours très utilisé dans les récidives profondes après hépatectomie majeure.
Je crois que le problème de la radiofréquence, c'est finalement, c'est pas du tout la même. Il faut voir comment les conditions techniques dans lesquelles on peut réaliser la radiofréquence. On ne peut pas comparer une radiofréquence faite percutanée avec une échographie, avec une radiofréquence faite, par exemple, comme à Gustave Roussy, avec un scanner juste après la radiofréquence, avec injection pour voir si la lésion a été totalement détruite. C'est-à-dire que le terme radiofréquence, les gens pensent que c'est toujours pareil, mais les conditions techniques et l'expérience de l'opérateur a probablement un impact finalement considérable sur la qualité de la radiofréquence. Mais c'est un outil fantastique et probablement par rapport au microwave, en tout cas, probablement un peu moins dangereux que le microwave, puisque le microwave, on ne mesure pas la force. Hein. Lorsque tout a été détruit, on peut continuer à tout détruire. Et donc, il y a eu quelques accidents en microwave, alors que la radiofréquence, l'avantage, c'est qu'on détruit uniquement la zone cible. Et lorsque tout a été détruit, on ne peut pas continuer à tout détruire. Ouais, j'ai une question, un petit commentaire. Tu as parlé du HALT, tu as beaucoup parlé des résultats opératoires en disant que voilà, il y a des résultats oncologiques, c'est catastrophique quand même. C'est la conclusion. J'ai dit que pour l'instant, il y avait beaucoup d'engouement, mais on n'avait pas d'études vraiment qui nous prouvaient qu'on faisait mieux en intention de traiter que le temps. Les premiers papiers qui sont sortis, en plus tu appartiens à une équipe qui a eu l'honnêteté de. C'est pas que ça fait. C'est pas qu'on n'a pas la preuve que ça fait mieux, c'est qu'on a la preuve que ça fait beaucoup moins bien. Parce que, en fait, comme c'est des malades qui ont des bêta, le plus souvent bilobères et une maladie métastatique étendue, et donc on sait que le problème de ces gens-là, c'est qu'ils récidivent tout le temps à cause de la micrométastase, l'hypertrophie qu'on entraîne certes hyper rapide, a certes un intérêt en termes de volume, mais au plan carcinologique, entraîne une flambée de la maladie micrométastatique. Donc moi, je suis persuadé que le HALT va mourir. Pour les méta. Peut-être, en tout cas, moi, c'est un message auquel je suis tout à fait d'accord. J'ai participé à ce travail, mais toujours est-il que si on regarde justement les données du registre, on voit bien que les gens en font de plus en plus pour les métastases. Tout le monde est obsédé par dire si je fais du HALT avec peu de morbidité, faisons-le, mais effectivement, on n'a pas assez encore de... Le fait qu'il y ait un engouement pour une nouvelle technique ne veut pas forcément dire que... Non, mais je ne défends pas du tout le HALT, mais je voulais en parler comme beaucoup de... c'est quand même quelque chose qui a fait beaucoup de bruit. Voilà. D'accord, mais il y a même une étude qui est issue du registre des HALT qui montre que chez les malades qui ont plus de 6 lésions qui sont bilobères, c'est la majorité des gens quand on fait du HALT, les résultats sont les mêmes que à ceux à qui on fait qu'une chimiothérapie. Qu'on n'opère pas du tout. Donc, et je suis totalement convaincu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais juste revenir sur un facteur pronostic. J'ai pas bien compris la progression des métastases hépatiques entre la dernière cure et l'intervention. C'est ça. Ouais. Vous avez fait plusieurs cures de chimiothérapie. Oui, c'était des malades. C'est un travail de Tordilli. C'est un malade. Attendez, je finis. Vous avez fait plusieurs cures de chimiothérapie. Vous avez, au bout de 2 cures, 3 cures, vous le réévaluez. S'il ne répond pas, vous n'allez pas continuer. Le point, c'est qu'en fait, on s'aperçoit en pratique, moi je vois Paul Brousse, c'est qu'il y a un délai entre le dernier scanner et le jour de l'opération qui est en moyenne de 5 semaines, je dirais 1 mois. C'est pas bien, mais c'est la réalité. Et donc c'est une réalité. Donc dire, moi je trouve ça pas inintéressant ce papier. Alors, il y a plein de biais, etc. Mais ils sont partis d'une population comme les empérés qui étaient stables ou répondeuses. Les malades qui reprogressent en 1 mois, qui ne supportent pas un arrêt d'1 mois de chimiothérapie et qui progressent, la chirurgie apporte de mauvais résultats. C'est pas un message qui me choque. Non, mais ça, je suis complètement d'accord avec le message, mais dans le papier, moi, ça m'avait étonné. Je pense qu'il y a un délai un peu plus long d'arrêt de la chimiothérapie que 3-4 semaines. C'est vraiment, c'est plutôt à se dire, voilà, ils étaient parfois à 6-8 semaines. Donc là, on s'expose à une vraie
une nouvelle progression parce que le malade fait trop longtemps qu'il n'y a pas de chimio. Donc c'est plutôt se dire il faut essayer de les opérer à 3 semaines. Faire un scanner à la veille du bloc, c'est mieux, c'est sûr, mais enfin un malade qui a été contrôlé, on s'est assuré du contrôle par la chimio à 4 cures, on programme le bloc et on n'a que 3 semaines d'arrêt. Il est exceptionnel qu'il progresse dans ces 3 semaines s'il était contrôlé initialement et qu'on s'était assuré du contrôle. C'est sûr que si on a 6-8 semaines sur le chimio, il est obligé d'opérer. Et là, si tu regardes la médiane de la durée d'arrêt entre l'arrêt de la chimio et la chirurgie, il est de plus de 3-4 semaines. Je sais que ça m'a marqué. Oui, c'était au minimum, il prenait au minimum 3 semaines. Mais après, leur message est jusqu'à vachement 8 semaines. Et alors, il le disait parce qu'il y avait du bevacizumab, alors donc il voulait l'arrêter. Voilà, mais il le justifiait par ça. Antonio? Je pensais juste que ça va dans le même sens que dans le ALPS. En fait, avec l'augmentation de la morbidité, ces patients ils vont être très longtemps sans chimiothérapie. Et c'est probablement une des explications aussi des récidives précoces. C'est que tu exposes des malades qui ont besoin de cette chimiothérapie, parce qu'ils ont une métastase, en l'absence de traitement, du fait des complications engendrées par cette chirurgie. Merci beaucoup.